Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle FAQ avec Fred FMC. Comment tu vas, Fred? Impeccable. Tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Et surtout, pensez à activer la cloche pour ne rien louper des futurs FAQ. On démarre avec Ben qui nous demande: bonjour la team, une vidéo détaillée sur les compléments alimentaires pour le club des balaises. Merci, force à vous. Alors, on va faire une vidéo avec Michael Gunji normalement demain soir si tout se passe bien. Il faut que j'ai confirmation, sinon ben, on le reconduira du coup sur la semaine prochaine, où on parlera des compléments alimentaires qu'on peut utiliser dans les sports de combat, et pas que, dans la préparation physique générale. Et ça ne sera pas réservé qu'au club des balaises, même si on va faire un contenu exclusif également pour le club. Deuxième question, quelles sont les pistes pour l'avenir d'Abdoul? Ben, prioritairement l'UFC. Maintenant, c'est un secret pour personne. On espère qu'il sera sur la carte de l'UFC Paris. Normalement, ça devrait le faire. Et après, Fred, tu le verrais où, toi, Abdoul, s'il n'irait pas à l'UFC, par exemple? Moi, franchement, j'aimerais pas qu'il n'aille pas à l'UFC. Parce que connaissant le personnage, il a besoin de challenge. Tu vois. C'est quelqu'un qui... En plus, quelqu'un qui veut affronter les meilleurs. C'est pas quelqu'un qui a toujours choisi ses combats, qui a dit « Moi, je vais éviter un... » Il a évité personne. Et donc, du coup, c'est dommage quand tu as ce type de mentalité de ne pas réussir à aller à l'UFC. Parce que là, c'est pas un manque de motivation ou c'est pas un choix de carrière de ne pas y aller. C'est juste que s'il n'y va pas, c'est vraiment qu'on ne veut pas de lui, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc là, ce serait dommage. Sinon, si vraiment ça se fait pas, peut-être à 70, le Bellator. Parce que c'est là où il y a les meilleurs avec Eddie McKee, maintenant qui monte en 70, Nurmagomedov. Franchement, si c'est le Bellator Europe, non. Si c'est le Bellator, comme fait Mansour, à un tournoi pour 1 million, là, oui. Le PFL aussi, je sais qu'ils étaient intéressés par le projet d'Abdoul. Bon, après, on verra bien. Hein. Le One, il y a le Rising. Abdoul, il aime bien le Japon, donc ça serait bien aussi le Rising. Surtout qu'en plus, dans les petites catégories, envers 70, c'est une petite catégorie, il y a toujours eu du beau monde au Rising. Il y a un beau vivier. Donc voilà, mais on espère bien sûr que ça sera à l'UFC. Guillaume qui nous dit: bonjour à tous, continuez comme ça, vous êtes au top. Merci beaucoup. Il y a quelques semaines, Fernand Lopez annonçait un combat de Sami Sana à l'ARES. Pensez-vous qu'il va réussir la transition MMA? Personnellement, j'adore son style agressif et sa personnalité en dehors du combat. Dedans et en dehors du combat. Alors, Sami Sana, c'est un redoutable boxeur. Hein. C'est un des meilleurs kickboxeurs au monde. Je rappelle qu'il a été finaliste du One. Et c'est un tueur. Hein. Ah, c'est un tueur. Il n'a pas fait aussi du Muay Thai avec petit gant, avec Mitten? Ouais. Non, il est super fort. Après, c'est très difficile de dire si le striker va réussir sa transition parce que tu ne sais pas l'implication qu'ils vont avoir dans le MMA. Est-ce qu'ils vont travailler énormément la lutte, le grappling, avec qui ils s'entraînent? Tout ça, c'est des éléments à prendre en considération. Et souvent, on perd du temps parce qu'on combat un peu dans les deux. Donc, c'est assez difficile. Alors que le mieux, c'est de faire vraiment un choix, un peu comme a fait Doumbé, hein. De faire un choix et de se dire, voilà, je passe au MMA. Tu vois, et en plus, deux fois, tu t'entoures bien, mais deux fois, tu n'as pas le talent pour le MMA aussi. Hein. Deux fois, tu peux être doué pour une discipline, tu peux bien t'entourer, faire les choses bien, mais deux fois, ne pas être doué pour un autre sport. Hein. C'est que tu peux ne pas après aimer la lutte, tu peux ne pas aimer le sol, même si tu peux travailler ton anti-lutte, ton anti-sol, mais deux fois, tu n'arrives pas. Hein. Il y en a comme ça qui n'ont jamais réussi à performer. Hein. Donc, du coup, c'est vraiment individuel. Physiquement, en plus, musculairement, il n'y a pas tout le monde qui est fait pour les sports de préhension, en tout cas performer à très haut niveau. Ouais. En tout cas, on a hâte de le voir. Ouais, j'ai hâte de le voir, ouais. Franchement, ouais. Salut Clément et Fred. Est-ce qu'on peut prendre de la créatine dans un programme de sèche et perte de poids? Bien sûr. Il n'y a aucun inconvénient. On va te parler de rétention d'eau, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la créatine. Et sur le Club des Balaises, on va sortir une vidéo sur la créatine pour les adolescents. Et les résultats qu'on a obtenus chez les enfants aussi, également. Donc oui, la créatine, tu peux la prendre effectivement quand tu es dans une période de sèche et de perte de poids. Victor Duguay qui dit: salut Clément et Fred, quel est pour vous le poids idéal à faire selon sa taille pour être un monstre? Alors ça, il n'y a pas de vérité. Hein. Ça, bien sûr, il ne faut pas non plus être à plus 20 par rapport à ta taille, sinon déjà... Ah mais je pense que c'est pour esthétiquement, hein, je pense. Ah, je croyais que c'était pour le sport de combat. Non, je pense que c'est pour être costaud, hein, qui dit ça, Victor, je le connais. Hein. D'accord. D'accord. Voilà, non plus, il n'y a pas non plus de vérité. Hein. Tu vois, là, des fois, ils sont à plus 10 et ils sont secs et ils sont énormes, ils sont propres. Plus 10, c'est très bien déjà. Ouais.
Et il y en a, ils sont même plus 10 propres. Hein. Et il y en a, deux fois, ils sont à poids égal et ils sont pas propres. Hein. Le crossfit, je trouve que ça représente bien. Pour un mec qui a des qualités, qui est Oui. costaud et tout. Le crossfit, c'est entre plus 10 et plus 15 en général. Ouais. Tu vois. Ouais, Donc, non, plus 10, entre 10, plus 10 et plus 15, déjà, c'est que tu as quand même un sacré physique. Par rapport à sa taille, hein, je parle. Ouais. C'est-à-dire, si vous faites un. Et pas plus 10 gras. Hein. Parce que des fois, ça peut être plus 10 gras. Plus 10. Oui, pas oui, non, propre, mais hein. vous avez On parle compris. propre. Ouais. Non, mais bien sûr, on parle voilà, de quelqu'un qui est en condition physique, quoi, Ouais. qui est en shape. Hein. Donc voilà, Victor, il faut que tu fasses 10 kilos de plus que ta taille, minimum, si tu veux être un monstre. Après, pour la boxe, ça va vous handicaper, mais par contre, pour les sports de préhension, ça pourra peut-être vous permettre de Après, performer. j'aime pas te dire non plus, il faut être pas plus 10, tout ça, parce que des fois, comment ça s'appelle, t'as des gens, des fois, ils se focalisent sur ce chiffre. Et moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais mon frère qui a été voir un médecin qui lui avait dit: oh, t'es trop lourd par rapport à ta taille, tu devrais être à temps, tu devrais perdre 10 kilos. Et mon frère, il était maigre déjà, tu vois. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ce médecin? Moi, je vais perdre combien à 40 kilos, tu vois, parce que j'étais plus gros, tu vois. Et tu vois, le docteur, il appliquait le moins 10 par rapport à ta taille. Mais alors, j'aime pas trop non plus les chiffres, mais c'est pour en donner une ordre d'idée. Hein. C'est pour ça. Dites pas, les gars, ouais, ils ont dit plus 10 et tout. Non, c'est révélateur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est assez révélateur et vous avez compris dans quel sens on le disait. Salut Clément et Fred, est-il pertinent d'adapter la nutrition en fonction de ces ethnies pour la performance? Par exemple, nos ancêtres mangeaient du poisson, etc. etc. C'est vrai que ça, on l'a remarqué. Hein. Alors, il y a des papiers, hein. Il y a des papiers qui vont dans ce sens-là. Il faudrait d'ailleurs qu'on fasse des recherches, qu'on fasse une vidéo, parce que ça peut être un sujet, je pense, qui peut être très intéressant. Mais après, des fois, c'est un peu surévalué. C'est-à-dire que du fait que nos ancêtres, par exemple, ne consommaient pas de viande rouge à un moment donné, ou peut-être, tu vois, les Esquimaux, eux, avaient des facilités à... Parce que c'est souvent ça qui revient. Voilà. Souvent, on va parler de des populations qui, eux, ne mangeaient que des céréales, par exemple, et des populations qui, elles, ne mangeaient que... par exemple, de la viande rouge. Et après, on va faire des raccourcis en disant oui, eux ne peuvent pas manger de céréales et les autres ne peuvent pas manger de viande rouge. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, c'est des enzymes. C'est comme le lait. Ouais. Tu vois, on dit on a créé des intolérants au lait. Mais des intolérants au lait psychologiques, oui, il y a une vérité. Parce que tu sais, on perd cette fameuse enzyme quand on est bébé. On connaît cette histoire. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça marche, ça fonctionne sur des récepteurs. Et c'est pas aussi simple. C'est pas parce que tu n'as plus cette enzyme que tu peux plus consommer de lait. En fait, c'est pas réel, ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que même sans ça, le corps a créé des adaptations et arrive à optimiser. Et du coup tu vois, on a toujours cette croyance de se dire oui, mais on est fait quand on est bébé pour consommer, après on perd cette enzyme, et à ce moment-là, on ne peut plus consommer de lait, on devient intolérant. Mais en réalité, c'est faux. C'est faux. C'est pas fait. Il y a une part de vérité, mais on l'a extrapolé. Et comme on a fait avec les Esquimaux, comme on a fait avec certaines ethnies qui sont véganes, etc., etc. Et après, il y a eu des méthodes qui sont sorties sur vous êtes de telle population, vous devez manger ça. Vous êtes. Il y a une part de vérité, ça c'est sûr, il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est sûr que ce sont l'épigénétique, tout ce que tu vas faire va avoir. Le contexte va avoir une incidence sur ta capacité à assimiler, etc. etc. Mais c'est pas non plus, faut pas rester figé, quoi. Salut Clément et Fred, j'espère que ça va. Bien de votre côté, j'aimerais savoir comment travailler mon cardio pour les sports de combat de la façon la plus efficace possible. Ne faut-il pas faire des sparring et du sac, ou faut-il faire du footing, du fractionné? Merci à vous, bonne journée et bonne soirée. Merci à toi déjà. Ben, nous, tu vas le dire, hein, c'est le spécifique qui prime sur le travail dissocié, quoi. Tu veux être bon en lutte, il faut lutter. Hein. Tu veux être bon en boxe, il faut sparrer, hein, ou faire du sac. Quoi. Bien sûr. Après, bien sûr que si tu fais un peu de footing, un peu de fractionné, ça peut aider deux fois pour certaines personnes. C'est jamais mauvais non plus. Hein. C'est pas, à part si tu en fais beaucoup. Tous les jours, ça devient néfaste. Mais faut pas se leurrer. Beaucoup de gens, des fois, quand ils commencent, ils nous disent mais comment je peux améliorer mon cardio en boxe alors que j'arrive pas ils viennent de commencer la pratique de la boxe. Bah, il faut boxer. Au bout d'un moment, faut pratiquer la discipline. Aujourd'hui, des fois, il y a des méthodes qui sortent. Il faut faire du fractionné, fractionné, celle-ci. Ça remplace pas le. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'une fois j'avais une personne qui m'avait dit oui, j'ai vu Saladin, il a dit que c'est grâce à ça qu'il a son cardio parce qu'il fait le travail sur piste. Ce qui est bien, hein. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pas ça. C'est Saladin a du cardio parce qu'il fait du MMA depuis l'âge de 11 ans et qu'il se part tous les jours. Oui, c'est parce qu'il fait du fractionné le samedi à côté sur le stade. Mec, c'est parce qu'il se part depuis qu'il est tout petit. C'est tout, c'est comme ça. Et ça mesure que ça l'aide, ça, un petit plus. Mais s'il ferait que ça, sans le spécifique... Combien on a de coureurs à pied qui viennent ici, ils font 2 rounds de grappling et ils finissent à les toilettes en train de vomir. Ça n'a rien à voir. Et ils font des fractionnés, ils courent 4 fois par semaine, les mecs. Ça n'a rien à voir. C'est l'effort, c'est déjà l'adaptabilité à l'effort. Savoir gérer son effort, c'est encore autre chose.
Donc en fait, rien ne remplace le spécifique. Maintenant, c'est vrai, effectivement, comme on fait ça là, ça peut être pertinent de le faire quand il y a des orientations, même si je ne suis pas fan de course à pied, je trouve qu'il y a d'autres outils plus intéressants, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Mais après, c'est pas ça qui fait que vous avez un cardio illimité. Bien sûr que non, c'est le fait de tourner. Ouais. On a plein d'exemples de mecs qui ont des cardio illimités qui ne courent jamais. Hein. Oui, c'est vrai. Théo Stander qui dit: que penses-tu des combattants qui s'entraînent en discipline dissociée pour évoluer en MMA? Qu'est-ce que t'en penses, Fred? Qui s'entraînent en quoi hein En dissocié, c'est-à-dire boxe anglaise, grappling, lutte. Bah, moi, je trouve que c'est bien hors camp, on va dire hors camp d'entraînement, hors préparation pour un combat. Après, dès que tu arrives proche d'un combat, pour moi, il faut être au plus proche de la discipline. Il faut éviter les gros gants parce que tu prends des mauvais réflexes. Il faut éviter le kimono parce que tu prends du mauvais réflexe. Hors camp, c'est bien si tu prends du plaisir pour on va dire, pour ajouter de nouvelles cordes à ton arc. Vraiment être plus, on va dire, pointilleux sur des détails pour choper du détail. Mais après, le MMA, ça reste du MMA. C'est une discipline à part entière. Surtout maintenant. Ouais. Encore plus maintenant qu'avant, tu vois. Avant, c'était quand même, tu vois, beaucoup faisaient un peu d'anglaise, un peu de JJB, un peu de Muay Thai, un peu de JJB, et ils allaient combattre. Maintenant, c'est devenu vraiment, tu vois, bon, souvent l'exemple des Jimaki ou même d'autres, hein, mais ils ont vraiment un style MMA, Saladin, un style MMA. Ouais, même si, bien sûr, il fait de l'anglaise, on le voit 2 fois se parer en anglaise, bien sûr qu'il doit faire du grappling pur, il faut en faire. Mais plus vous êtes proche d'un combat, plus cette charge doit diminuer, et plus ça doit être au profit du MMA. Hein. Voilà, je peux pas dire mieux. Tu as tout bien résumé, Fred. C'est ça. Hors cas d'entraînement, je trouve que c'est intéressant. Parce que c'est vrai que 2 fois, on me disait, parce qu'on disait, proche d'un camp d'entraînement, il faut éviter le spécifique et d'être trop dissocié, de faire du JB ou de la boxe. C'est vrai que 2 fois, quand dans les Unbuddied ou dans les countdowns, t'en vois proche des combats qui font un peu d'anglaise, un peu de. Après, c'est ce qu'ils veulent vous montrer aussi. C'est pas forcément. Oui, non, tu montres ce que tu veux. Ils font de la leçon, voilà, ils récitent un travail technico-tactique qu'ils ont bossé. Thomas Boucher. Salut Clément. En prise de masse, point faible, est-il possible de faire ses biceps avant son dos lors de la même séance? Merci à toi. Ben, complètement. Hein. Complètement. Alors par contre, il ne faut pas que ton dos soit ton point faible. Ah, ouais. Donc si le biceps est ton point faible, effectivement, ça peut être pertinent. Parce qu'il y a souvent cette culture de terminer par les biceps. Oui, mais ouais. Et donc du coup, c'est vrai qu'effectivement, pourquoi pas solliciter, hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime bien travailler. Et de façon empirique, je peux vous dire que ça donne des résultats beaucoup plus intéressants. John Doe qui nous dit: salut Clément, j'espère que tu vas bien. Peux-tu nous dire si tous les champions de MMA ont des préparateurs mentaux, si tu peux nous parler des protocoles, comment ça s'intègre dans leur plan d'entraînement, etc. Merci à toi et Fred. Alors c'est compliqué de dire parce qu'il y a autant de visions, de postures déjà que de méthodes pour la préparation mentale. Ensuite, pas tous les combattants ont des préparateurs mentaux. Ça c'est clair. Et de plus, c'est assez compliqué de dire comment eux l'intègrent. En tout cas, moi j'ai toujours bien aimé la visualisation. Le fait de visualiser ce que vous allez reproduire en combat, je trouve que ça marche mieux pour l'assimilation. Et c'est dur de voir aussi l'impact que ça a. C'est pas évident de quantifier. C'est facile à voir à l'entraînement. En combat, c'est beaucoup plus difficile. Moi, en entraînement, j'ai vu que ça m'avait apporté. Mais à l'entraînement, après un combat, je suis incapable de te dire si ça m'a apporté quoi que ce soit. Donc il y a une part de. Après, ça coûte pas. C'est pas un gros coût. C'est pas énergivore de faire de la prépa mentale. D'ailleurs, j'avais récupéré, je sais plus où c'est que je l'ai mis. Je sais plus où c'est que je l'ai mis, mais je pensais avoir sur mon téléphone un papier sur le sujet. Parce que mon mémoire, du coup, c'était les habilités mentales dans le MMA. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Et je voudrais vraiment le reprendre pour réviser en fait, tout ce que j'avais pu voir. Parce qu'après, on oublie pas mal de trucs. Mais c'est vrai que tout ce travail de visualisation, de prendre conscience aussi des choses que tu apprends, comme le cahier d'entraînement, etc., comme vous a mis dans le club, la vidéo. Mais je trouve ça très intéressant. Black Steamy qui nous dit: bonjour coach, conseillerais-tu aux jeunes gens passionnés de sport de combat de devenir coach aujourd'hui? C'est dur, hein? Aux jeunes gens passionnés de sport de combat, c'est très dur. Bah après, c'est pas tout le monde aime être coach aussi. Hein. Il y en a qui n'aiment pas donner des cours. Oui, non, mais je veux dire, peut-être qu'il veut dire s'il est passionné par l'enseignement. Ah, s'il est passionné par l'enseignement, oui. Par contre, c'est. En vivre, c'est très difficile. Ouais, voilà. C'est pas non plus ce qui rapporte le plus. Mais après, si c'est pour le faire par passion, oui. En France, je pense qu'on n'est pas beaucoup à en vivre. De ça, hein, je parle. Ah ouais, c'est pas du foot, c'est pas du rugby, c'est pas. Non, on ne doit pas être beaucoup, les gars.
Je pense pas, en tout cas. Enfin, qui me viennent en tête, j'en connais pas énormément. Donc, souvent, les coachs que vous connaissez, ils font pas que ça. Ils font... il y en a, ils sont bouchers, l'autre, il est électricien, l'autre, il travaille à la SNCF, comme les combattants, quoi. Hein. Sont des passionnés qui font ça en plus par passion. Mais c'est vrai qu'en vivre, c'est pas le sport. Enfin, c'est pas comme un entraîneur de foot, où tu peux quand même te projeter en tant qu'entraîneur de foot, entraîneur de rugby, entraîneur de MMA. Parce que nous, on n'est pas qu'entraîneur. Faut le comprendre, les amis. On est propriétaire d'une structure. Donc, et on est préparateur physique aussi. Donc en fait, on n'a pas que... C'est pas que les sports de combat. Parce que juste les sports de combat, c'est... Ah, c'est dur. Hein. Maintenant, parce qu'après, au bout d'un moment, tu y arrives, petit à petit, tu peux tout arriver, hein, tu peux arriver à tout. Ouais. Hein. Mais je veux dire, c'est très compliqué, quoi. Parce que vous allez nous mettre dans quelle catégorie à nous? Nous, on est des coachs. Bon, là, on a fini de coacher, on fait la vidéo, mais on est aussi propriétaire de notre structure. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les coachs, 99% des coachs, ils ont leur structure. Ouais. C'est tout simplement. C'est rarissime d'avoir un coach, ou alors ils ont un mécène derrière. Il n'y a que Matt Brown, hein, qui me vient à l'idée, parce qu'il a un mécène derrière, mais après, sinon, tout le reste, ils sont tous propriétaires. Hein. Ou alors, il faut avoir un Connor qui peut derrière te... Oui, voilà. Mais bon, Cavana, il avait sa structure aussi, hein, tu vois. Oui, ouais, ça. Ils ont tous leur structure, les mecs. C'est obligé, parce que c'est très difficile. C'est très difficile, tu vois. Déjà que c'est difficile, même quand tu as ta structure. Ouais. Combien d'envies de salles, malheureusement, fermées, etc. D'ailleurs, j'ai écouté le témoignage de Obi Fight, de Abdel, parce que c'est celui qui a le MAGP. C'est terrible. D'accord. C'est terrible. Le mec, il a été endetté, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros. C'est un truc de fou. Ouais, c'est vrai. Les gens ne se rendent pas compte de l'investissement. C'est pour ça que vous ne vous rendez pas compte, les gars. C'est un truc de malade. Vous ne vous rendez pas compte. Hein. Quand vous êtes dans l'action, c'est trop facile de juger de loin. Mais quand vous êtes dans l'action comme nous, que je vous dis, nous, YouTube, c'est rien. C'est-à-dire qu'on coach toute la journée. Vous voyez mes stories, les gens qui nous envoient des messages et tout. C'est toute la journée, on est en train d'entraîner. Je vous promets, hein, c'est un truc de fou. C'est un investissement humain qui est incroyable. Après, c'est notre passion, on ne va pas se plaindre. Hein, oui, non, on ne va pas se plaindre. C'est pas de la maçonnerie non plus. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est toi, Fred, tu prends des coups. Ouais, non, mais après, on l'a choisi, c'est pas non plus. On ne l'a pas imposé. Pas exactement, et ça va, il y a quand même pire. Nous, enfin, aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre. Non, on ne peut pas se plaindre aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que le chemin, il était long. Hein. Il y a des moments où tu te dis, mais on n'arrivera jamais. Quoi. Donc voilà, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Maintenant, la chance que vous avez, c'est que vous avez des personnes comme Fernand, vous voyez. Pour les managers, vous avez Guillaume Pelletier, par exemple, Adri Cassata, Cassassal aussi. Vous voyez tous ces mecs, et donc ça peut vous inspirer. Peut-être nous aussi, comme vous voyez qu'on a notre structure, qu'on vit de ça, et donc ça vous permet. Mais moi, quand j'ai commencé, il n'y avait personne. Hein. Les mecs avaient leur salle, mais tous, j'apprenais qu'ils travaillaient à côté, ils étaient videurs, ils étaient machins. J'avais pas d'exemple à proprement parler hein, quand j'ai commencé. Hein. Fernand, il tenait les pattes chez Mathieu Nico. Hein. À l'époque, je me rappelle de ça. Hein. C'était en 2007, hein, donc il n'y avait vraiment rien du tout. Quoi. Les gens ne vivaient pas du MMA. Donc là, maintenant, vous avez quand même des exemples. Donc vous pouvez vous diriger vers ça. Donc c'est ça, c'est intéressant. Vincent, que penses-tu du full body pour prendre de la masse à un niveau avancé? Bon, alors là, écoute-moi, full body, c'est pas ce que je ferais pour prendre de la masse à un niveau avancé. Alors je sais je sais plus, j'avais trouvé un papier, moi, qui disait que le full body, c'était bien par rapport au split. Ben mec, pas pour un niveau avancé. Je connais aucun bodybuilder. Parce que si on parle de prise de masse, là, c'est les bodybuilders hein, qui ont le plus besoin. Hein. Je connais aucun bodybuilder quasiment qui fait du full body. Enfin, qui me vient à l'esprit. Après, ça dépend ce qu'il dit à un niveau avancé après. Un mec qui est déjà affûté, quoi. Enfin, un mec qui pratique. Hein. Ouais, non, c'est pas le meilleur moyen, on va dire. Pas le moyen le plus optimal. Non, c'est pas après, je dis pas que tu peux pas. Hein. Je dis juste que c'est pas optimal et que c'est pas la meilleure solution. En tout cas. Jay, c'est mon préféré, Jay. As-tu une approche différente dans l'entraînement pour les quarantenaires? Ben oui, malheureusement. Surtout sur la charge d'entraînement. Sur le tonnage global des séances, la complexité aussi des séances. On assimile pas, il faut faire plus. Moi, je trouve personnellement qu'il faut faire plus de ludique. Il faut trouver une nouvelle source de motivation. Il faut se réinventer à travers nos séances. Et c'est très difficile. Ouais, parce que quand tu es jeune, entre 20 et 30, tu peux quand même faire des séances, on va dire, un peu bourrin. Et tout te réussit. Ouais. Tu peux faire des trucs un peu plus sans réfléchir. Alors qu'après, passé à un certain âge, tu as besoin d'être plus dans le détail, d'être plus dans le ludique. La dernière fois, je voyais la prépa physique, des mecs faisaient pour le MMA, ils faisaient du overhand squat, mon gars. C'est ça que tu m'as envoyé. Là, tu vois qu'il y a un problème. En 2023. En 2023, quand même. En 2023, tu fais encore ça. Pour préparer un combat. C'est un truc de ouf, quoi. Des fois, tu te dis que... Après, c'est comme ça. C'est pour ça que je réagis plus, moi, à tout ce qu'on m'envoie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des vidéos, tu sais.
Je réagis plus, je commente plus. Je peux plus, j'arrive plus. Mm. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde mes conférences médicales, j'échange avec quelques préparateurs. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Ah, mais après, 2 fois, tu fais. Parce que je crois bien faire. Tu sais que moi, 2 fois, il y a des trucs que je faisais, je me rappelle des séances quand j'avais 20 ans. Mais je me dis, si je les refais. Mais maintenant, même, tu me donnerais 500 balles, mais je les fais pas. Tu me dis ça à moi. Tu vrai. dis au mec qui a fait faire le plus d'haltérophilie au combattant de France, c'est moi. Ouais, c'est vrai. Tout le monde venait ici, faisait l'haltéro. Ouais, c'est vrai. Je jurais que par l'haltéro, moi. Ouais. Donc, je suis bien placé pour le savoir. Par contre, il y a que les, comme je dis, il y a que les coms qui changent pas d'avis. Il faut savoir se remettre en question. Et moi, je te dis, quand j'ai vu mes résultats avec les outils de mesure qu'on avait, j'ai dit bordel. Peut-être j'ai faux, en fait, je me trompe depuis le début. Mais oui, je me trompais depuis le début. Ah oui, ça nous a apporté. Hein. Ouais, ça n'a pas non plus été quelque chose qui nous a servi à rien, comme le travail de mobilité. Oui. Qui ça m'a vraiment servi à rien du tout, quoi. Mais alors, vraiment, les séances spécifiques de mobilité, mais alors, ça m'a servi à rien, ça. Des heures et des heures. Ah, ça, c'est. Alors, mais par contre, l'haltéro, ça m'a servi. Faut Oui. pas non plus dire le travail de force inutile, spécifique donc, et tout, ça sert. C'est quand même transférable hein, dans une certaine mesure, etc. Mais il faut bien faire les choses. Maintenant, j'ai laissé des plumes. Hein. Voilà. J'ai eu de la chance, surtout. Ouais. Et j'ai eu de la chance de pas. Je pense que j'ai pas pété trop de mecs. Mais je me serais entêté, j'aurais pété des mecs à tout voir. Hein. Ouais. J'aurais vraiment pété des mecs. Hein. Obligé, après, au bout d'un moment, avec le temps, t'es obligé. Ouais, t'es obligé. Après voilà. Mais c'est sûr que, comme je dis, hein, je le dis toujours, je le répète, ça fait très longtemps, même ça fait longtemps que je ne l'ai pas répété. Vaut mieux acheter tes coachs, vaut mieux acheter une barre avec des poids que d'acheter des machines comme on a acheté. Hein. Tu vois, oui. Donc c'est sûr, hein, toi tu vois une Kaiser, tu dis ouais, moi je fais pareil à ma barre. Ben oui, t'as raison, mec, ça vaut 200 € une barre. Fait 300 €, allez, 500 €, t'es équipé. Bien sûr que tu vas pas mettre 10 000 €. Hein. C'est clair et net. Hein. J'ai pas de salle, j'ai rien. J'achète des kettlebells, des haltères et je fais comme je peux. Après, tu fais comme tu peux. Hein. Tout simplement. Hein. C'est tout. Hein. Il faut faire. Commencer au départ. Il faut bien faire. Et puis des salles comme nous, en tête qui me viennent, qui sont vraiment spécialisées dans la performance et individuelle. Il n'y a pas beaucoup de salles qui me viennent en tête. En tout cas, là, il doit y en avoir, mais on les connaît peut-être pas. On les connaît peut-être pas. Ouais. Il y en avait une vers Bordeaux, je crois, mais j'ai pas le nom. On me l'avait envoyé. Il y avait une vers Toulouse, on m'a dit. Ah, mais c'est vers Toulouse alors plutôt. Peut-être pas. Ouais, c'est vers le coin là-bas. Je sais plus, mais on m'en avait envoyé une. Voilà, c'est tout. C'était celle-ci, parce qu'elle avait des outils assez intéressants aussi. Et il y en a un aussi qui m'a contacté qui a des machines très spécifiques. Je sais plus le nom. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est là où il y a Ariane Gillet qui va. Là aussi, je trouve que c'est intéressant ce qu'ils font. Mais après, c'est vrai que c'est dur, hein. C'est compliqué. Hein. J'en parlais avec Nico, tu sais. Il me disait, lui, il n'a pas de salle, c'est chaud, quoi. Tu dois te déplacer, il faut que les mecs aient le matos. Si tu dois entraîner 10 combattants, tu fais comment? T'es content, tu sais. T'as 3 haltères, t'as 3 barres, c'est compliqué de tout adapter. Il faut se rendre compte, tu fais avec ce que tu peux après. Hein. Surtout à Paris. Des fois, ça demande de la créativité. Hein. Et surtout à Paris. Bon, maintenant, t'as des salles pour rien, hein. Les One Air, les Fitness Park et compagnie. Elles sont bien équipées. C'est bien équipé maintenant, donc tu peux quand même, même si les machines, c'est pas extraordinaire. Pareil, à la fois, il y a un mec qui m'a envoyé un truc d'Olivier Boyer, sauf qu'Olivier Boyer, il parle de machines. Les machines qui passent, c'est les machines que vous trouvez à Fitness Park. Hein. Quand il est venu tester les machines ici, il a vite compris que ça n'avait rien à voir. Hein. Il est vite tombé d'accord avec nous, d'ailleurs, il a fait une vidéo avec nous, rigolote. Mais voilà, parce que ça n'a rien à voir. Travailler debout sur une machine, c'est tout ce qu'on vous a appris sur les chaînes fermées, etc. Tout ça, ça tombe à l'eau. Hein. Ça n'a plus rien à voir, en fait. Ça dépend de l'outil. Il y a autant d'outils que de méthodes, en réalité. Donc, c'est très compliqué d'identifier et de pouvoir dire si un outil est meilleur que l'autre et tout. C'est pour ça qu'il faut avoir des outils. D'ailleurs, nos EMG ont pété. Donc, si vous connaissez un fournisseur de EMG, n'hésitez pas à nous le communiquer. Hein, pour ceux qui passent des doctorats ou des maîtrises en biomécanique, etc. On est preneurs. Là, je me suis mis sur la liste pour un nouveau capteur Moxie, mais j'ai pas de réponse. Donc, je lancé strictement rien. Voilà. Donc voilà, les amis, la FAQ touche à sa fin. N'oubliez pas, pour rejoindre le Club des Balèzes, c'est dans la description. Et on vous dit à très bientôt.